So it's my great pleasure to welcome all of you to the annual meetings 2020 on the IMF Capacity Development Talk on promoting effective use of COVID-19 finance. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette réunion sur les initiatives pour l'Afrique au sud du Sahara. Nous avons comme participants plusieurs personnes. Je vais citer Kofi Annan. Et je le cite, il a dit « La bonne gouvernance est probablement le facteur le plus important pour éradiquer la pauvreté et promouvoir le développement. » Donc, c'est une discussion importante pour nous, surtout pendant cette pandémie de Covid-19. Donc, je voudrais présenter une chaleureuse bienvenue à nos invités, le sous-directeur général du FMI, les ministres, les délégations du fonds, les RESREP, tous les participants présents aujourd'hui à cette réunion annuelle. Donc, sans plus attendre, je vais partager avec vous l'administration, que vous ayez une meilleure idée de la plateforme Zoom, des règles pour la... Donc, il est très important que pour les règles de l'interprétation, vous cliquiez sur l'icône interprétation. Une fois que vous aurez cliqué sur cette icône, vous aurez les 3 langues, l'anglais, le français et le portugais. Donc, choisissez votre langue. Une fois que vous l'aurez choisi, vous pourrez entendre et vous exprimer dans votre langue. Vous aurez le bon canal. Nous avons les membres du panel. Il est très important pour les membres du panel de pouvoir vous exprimer. Donc, parlez lentement pour que les interprètes puissent vous suivre. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, je vais donner la parole à M. Wojeno, qui est le sous-directeur du FMI, qui va passer à la suite du programme. Merci beaucoup, Dina, et les spectateurs dans le monde entier. Bienvenue à cette toute première conférence de la série de renforcement des capacités du développement. La formation du développement, la capacité en développement, c'est une des 3 grandes activités du fonds. Souvent, on sait que le fonds est bien connu pour son rôle de financement, mais notre budget, lui, est consacré au développement des capacités. L'assistance à la formation dans les pays membres, dans le domaine de l'expertise du fonds, ça va de la politique fiscale, gestion des recettes, stabilité du budget, jusqu'à la compilation et la dissémination des statistiques économiques. Une partie importante que nous faisons par nos 16 centres, y compris notre institut de formation en Afrique, qui est notre hôte aujourd'hui. Plus de la moitié des services de développement des capacités du fonds, c'est sur les finances. Je remercie mes partenaires qui nous ont toujours soutenus. De plus en plus, cette activité au Fonds monétaire se tourne vers de nouveaux problèmes, y compris le genre, l'inégalité économique, le changement climatique. La conférence d'aujourd'hui tombe dans cette catégorie. Elle se concentre sur les défis de la gouvernance et de la corruption. Par conséquent, c'est un grand plaisir pour moi que de vous présenter notre orateur principal, Madame Antoinette Sayé, qui est vice-directeur du fonds. Avant ça, elle avait été directeur du département Afrique, ministre des Finances au Libéria, et elle a souvent travaillé avec la banque. Antoinette, vous avez le micro. Bonjour, Roger. Merci beaucoup pour cette aimable présentation. Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi que d'être présent, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette séance sur la promotion d'une utilisation efficace du financement de la pandémie. Alors, on n'arrête pas de le répéter, mais le Covid-19, en fait, a chamboulé nos vies à une vitesse et sur une échelle qu'on n'a jamais vue de mémoire d'âme. Et bien que l'économie semble remonter à la surface, cette calamité est loin d'être terminée. Tous les pays maintenant font face à un défi qui va être très long, inégal, incertain, et certainement on va connaître des marches arrière.
Comme vous le savez, le FMI a réagi avec une rapidité sans précédent pour appuyer les pays. Depuis le début de la crise, au début de l'année, nous avons décaissé 31 milliards de dollars à 76 pays et 33 de ces pays sont d'ailleurs en Afrique subsaharienne. Nous avons fourni également un allègement de la dette à 29 des pays les plus pauvres, 22 de ces pays en Afrique subsaharienne. Et nous sommes en train d'équilibrer les besoins de financement d'urgence par rapport à une bonne gouvernance, une bonne responsabilité comptable, une bonne transparence pour nous assurer que l'aide atteigne vraiment ceux qui en ont besoin. Mon message à tous les gouvernements, c'est dépenser tout ce dont vous avez besoin, mais garder les reçus. Et les pays qui ont bénéficié de notre aide ont répondu à ce besoin, y compris des mesures comme la publication en ligne des contrats de passation de marché, le nom des entreprises qui ont remporté le contrat, les propriétaires de ce contrat, la preuve des fournitures avec des audits sur les dépenses. Le FMI a également intégré de plus en plus le développement des capacités avec l'appui financier, y compris à travers nos 16 centres. En fait, plus de 90% des pays qui ont demandé du financement d'urgence récemment ont reçu un appui des capacités de développement par de l'assistance technique, des outils, de la formation. Et ceci a couvert beaucoup des secteurs qui sont devenus importants avec la crise. Gestion des liquidités, gestion de la dette, transparence. Mais une partie importante de notre appui a également été concentrée sur les vulnérabilités de la gouvernance dans la gestion des dépenses publiques, le blanchiment d'argent et les mesures anticorruption. Par exemple, nous avons aidé la Guinée équatoriale à adopter des législations anticorruption. La Sierra Leone a adopté un fonds pour l'allègement des crises. Et nous avons préparé des notes techniques sur la réduction du risque à la corruption. Tout ça, c'est public sur imf.org. Je viens de vous dire ce qu'a fait le fonds, mais tous, nous avons un rôle à jouer pour nous assurer de l'utilisation efficace du financement d'urgence. Les gouvernements, bien entendu, sont à l'avant-plan de la lutte contre la corruption. Le fonds est prêt à partager ses outils, ses expériences et la volonté politique pour faire des progrès certains, c'est entre les mains des gouvernements. Les organisations de la société civile peuvent aider les gouvernements puisque eux, ils suivent de très près les dépenses. Les partenaires financiers internationaux peuvent aussi apporter leur appui au développement des capacités. Et sur cette note, je tiens à remercier nos partenaires qui financent plus de la moitié des travaux de développement des capacités du fonds. J'attends avec grande impatience des idées dans ces discussions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus au fond pour nous assurer de sauvegardes adéquates, de bonne gouvernance face à cette urgence. Je suis très reconnaissante aux instituts de formation de l'Afrique, un de nos 16 centres, pour nous avoir aidés à organiser cet événement. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je donne la parole à Roger. Merci Antoinette. Je crois que vous avez donné le ton pour cette discussion de l'heure qui suit. Nous avons une bonne liste d'orateurs. Je vais vous les présenter un par un alors qu'ils prennent la parole. Avant que nous passions au panel en direct avec nous, je vais vous montrer une contribution que nous avons reçue d'un de nos appuis principaux, l'Union européenne. La commissaire pour le développement international à la Commission n'a pas pu venir nous voir. Elle nous a envoyé une petite vidéo. Donc, sans plus attendre, nous allons passer la vidéo de Madame le commissaire. Chers collègues, depuis le début de la pandémie, j'ai dit que la force va venir du multilatéralisme, du partenariat international et de la coopération. L'équipe Europe a répondu exactement dans ce sens-là. Elle a levé des milliards pour appuyer la réaction internationale au Covid-19.
et elle a donné comme priorité les pays les plus vulnérables dans le monde. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une initiative globale de reprise qui lie l'investissement et l'allègement de la dette à la mise en œuvre des objectifs du millénaire. Vous pouvez compter sur notre partenariat avec le FMI, surtout notre travail en Afrique subsaharienne. Je vais brièvement souligner 3 éléments importants de notre coopération. Tout d'abord, un domaine crucial de coopération entre l'Union européenne et le Fonds, c'est le renforcement des capacités. Avec cette crise, c'est d'autant plus important. Nous avons besoin de renforcer les systèmes des pays eux-mêmes. Nous sommes fiers de faire partie des contributeurs les plus importants au travail de renforcement des capacités du Fonds monétaire. Un exemple excellent, c'est l'appui que nous donnons au centre des capacités, comme par exemple le Centre africain en Afrique. Au cours de l'année dernière, nous avons vu une amélioration importante de la façon dont ces centres travaillent et la coordination, la communication avec l'Union européenne. Deuxièmement, aujourd'hui, l'équipe Europe a levé 1,3 milliard d'euros pour l'appui en Afrique subsaharienne. C'est une façon souple d'empouvoirment des pays à faire face à cette crise. Sur le long terme, l'appui va également aider nos partenaires à atteindre les objectifs du millénaire grâce au dialogue sur la politique économique et l'assistance financière. Je vais souligner l'importance du FMI. Nos analyses partagées, notre dialogue coordonné avec les pays partenaires sont critiques. Nous travaillons sur la stabilité macroéconomique, la gestion des finances publiques, la mobilisation des ressources intérieures et la transparence des budgets. Enfin, nous sommes des alliés naturels pour souligner la responsabilité comptable dans la dépense publique. Je reprends ce qu'a dit Kristalina Georgieva à propos des dépenses publiques. Gardez les reçus. Nous ne voulons pas que la transparence disparaisse. La responsabilité comptable et la transparence vont rester pour nous à l'avant-plan de nos efforts pour lutter contre la corruption. Nous allons également appuyer les gouvernances démocratiques, des mécanismes d'application de la loi solides, participation, accès à l'information. Tout ça, c'est crucial pour une gestion efficace des finances publiques et pour arriver à un développement durable et à ses objectifs. Chers amis, et en dépit de toutes les difficultés des derniers mois, la force de notre partenariat me donne de l'espoir. Des partenariats entre personnes, entre pays et entre institutions, comme nos 2 institutions. Donc, poursuivons tous les efforts possibles et imaginables pour lutter contre le virus et pour reconstruire un monde meilleur et plus durable. Merci, Madame le Commissaire, et merci la Commission pour son appui au renforcement des capacités. Et vous aurez remarqué un fil commun qui est dépenser ce que vous voulez, mais garder les reçus. Ça va être notre slogan au cours de cette conférence. Nous allons passer maintenant au premier membre du panel. Nous sommes heureux d'avoir avec nous Peter Gaspard. Peter Gaspard est le directeur du département des affaires budgétaires du Fonds monétaire. Victor Gaspard, une énorme expérience, y compris à la Banque centrale européenne et comme ministre des Finances et de l'économie du Portugal. Victor, vous avez la parole. Merci beaucoup, Roger. Et comme vous le voyez certainement, je n'ai pas votre toile de fond magnifique. J'ai oublié mes plus humbles excuses. C'est un plaisir que d'être ici et que de vous rencontrer virtuellement
Je souhaite la bienvenue à cette réunion et maintenant je vais essayer de partager ma présentation avec vous et ceci devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on voit très bien. L'histoire de l'implication du FMI dans la bonne gouvernance remonte à longtemps. Les problèmes de gouvernance ont été soulignés par le département des affaires budgétaires depuis les années 60, mais la citation ici nous vient de l'ancien directeur général, Michel Camdessus, qui avait lié la bonne gouvernance à un impact favorable sur l'activité économique et sur le bien-être. Plus récemment, en avril 2018, le conseil d'administration a souligné et a endossé un nouveau cadre contre la corruption. Et ce cadre nous permet maintenant un engagement plus systématique avec les États membres dans des questions de bonne gouvernance et sur la façon de pouvoir nous attaquer aux vulnérabilités par rapport à la corruption. Maintenant, le cadre que nous avons, il est global et il couvre, ou tout du moins il est pertinent pour les trois activités du fonds que Roger vient de citer au début, à savoir le prêt, la surveillance et la formation des capacités. Alors, depuis que ce cadre a été mis en place, nous nous sommes engagés avec les pays dans les domaines de la gouvernance budgétaire, la gouvernance des banques centrales, la surveillance de la stabilité financière et le développement financier, et en dernier, mais ce n'est pas le moindre, l'anti-blanchiment d'argent et l'état de droit. Alors, bien avant l'avènement du Covid-19, ça a montré les priorités que l'on accorde à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, mais il y a beaucoup d'exemples, on l'a déjà dit, le Covid-19 fait que c'est une priorité que l'on accorde à la gouvernance, priorité qui est encore plus pressante. C'est crucial, en effet, de garder les reçus. Alors, pour étayer le renforcement des capacités à la surveillance, nous avons augmenté nos efforts. Nous aidons les pays dans tous ces domaines et moi-même, je viens du département des affaires budgétaires et c'est bien ce sur quoi je veux me concentrer maintenant avec quelques exemples. Premier exemple, nous avons eu un engagement avec plusieurs pays par le biais de l'assistance technique qui était fournie par des moyens virtuels. Et comme référence, voilà les points saillants. Pour le Togo, par exemple, la mission a permis d'identifier des mesures à court terme pour empêcher l'effondrement des recettes sous la pression du Covid-19. Mais en même temps, nous avons également profité de cela pour renforcer les impôts, l'administration des impôts au Togo par des améliorations pour le moyen terme. Au Sud-Soudan, la mission a appuyé le développement d'une réforme, d'une stratégie de réforme de gestion des dépenses publiques et a permis d'assister à la mise au point d'un seul compte au Trésor. Toutes mes excuses, j'ai un petit problème technique. Voilà, je poursuis. Une des activités très importantes que nous avons pu effectuer
c'est une mission de diagnostic de la gouvernance. L'idée derrière cela, c'est d'avoir une étude en profondeur de la gouvernance dans les pays membres qui le souhaitent. Et déjà, nous avons entrepris 10 missions de ce genre en Afrique, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Mozambique, République du Congo et au Zimbabwe. Dans le cas de la République centrafricaine que vous voyez ici sur ce tableau, vous voyez la couverture du rapport. Le diagnostic de la mission a eu lieu tard avant le Covid. On a couvert l'état de droit, le système de gestion des finances publiques, le cadre anticorruption et la transparence budgétaire. Le rapport a été finalisé et les autorités du gouvernement ont publié ça sur leur propre site gouvernemental basé sur nos recommandations. Ils ont passé une loi pour renforcer le régime en ligne avec les meilleures pratiques qui sont en train d'être élaborées, de même qu'un plan d'action pour mettre en place les recommandations du dit rapport dans les 2 années à venir. Donc maintenant, je vais conclure. À la suite de la déclaration du cadre de lutte contre la corruption, nous avons accéléré nos efforts pour nous doter d'un monde avec une meilleure gouvernance et moins de corruption. Pour arriver à cet objectif, nous avons amélioré les systèmes pour aider les pays dans le domaine, tels que la gouvernance budgétaire, la gouvernance de la Banque centrale et des mesures anti-blanchiment d'argent pour renforcer la gouvernance et atténuer la corruption. Mais ça, on n'y arrivera pas uniquement avec le fonds. Au contraire, il faut pour cela qu'il y ait un profond engagement et la volonté politique de la part des membres concernés et par conséquent, c'est un domaine où le leadership est fermement entre les mains de nos pays membres, comme c'est toujours le cas d'ailleurs dans nos activités de renforcement des capacités. Et je vais m'arrêter ici. Roger, je vous redonne la parole. Merci beaucoup pour cette point de vue très informatif pour les travaux que nous faisons dans le domaine de la gouvernance et de la corruption avec votre département qui joue un rôle important, comme d'ailleurs le département juridique et celui des marchés des capitaux. En fait, ça fait vraiment partie du développement des capacités du fonds généralement et c'est très utile. Merci beaucoup pour avoir respecté nos limites dans le temps, ça nous a beaucoup aidé. Merci. C'est maintenant pour moi un grand plaisir et un honneur de vous présenter notre prochain panéliste. Nous avons avec nous M. Régis Imongo. Il est membre du Parlement gabonais, il est membre de la Commission des finances et du budget. Il a été ministre plusieurs fois, y compris ministre des Finances et ministre des Hydrocarbures. Je suis ravi de l'avoir avec nous aujourd'hui. Monsieur Imongo, je vous passe la parole. Monsieur Imongo, vous êtes bien avec nous? Ah oui, pardon, ok. C'est bon là? C'est très bon. C'est très bon, voilà, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je disais que, petite précision, je n'ai pas été ministre des hydrocarbures, ministre de l'énergie sans le pétrole. Et je voulais dire à Roger, bonjour. Bonjour Antoinette et à Victor. C'est un plaisir de vous retrouver autour de ce panel. Et je tiens d'abord à féliciter le Fonds monétaire pour sa réaction rapide dans le cadre de cette pandémie. Je précise que la COVID-19, c'est la manifestation de la théorie du signe noir, donc les Black Swans. Un événement qu'on ne pense pas qu'il va se produire et il arrive
et finalement avec des dégâts considérables qu'il faille absolument atténuer, prendre des mesures très fortes pour éviter qu'il ne puisse avoir un effet multiplicateur dommageable pour le modèle économique et social. C'est vrai, nos pays commençaient à sortir d'une situation assez difficile avec la détérioration des termes de l'échange en 2014. Nous commencions à avoir des niveaux de croissance qui pouvaient permettre à l'Afrique de voir mieux. Malheureusement, la pandémie est arrivée et il faut prendre des mesures qui évitent l'effondrement du modèle économique et social. Ces mesures ont été traduites en partie par des actions prises par les institutions multilatérales, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD et même les pays du G20. À ce niveau, nos pays ont bénéficié donc de l'instrument de financement rapide du Fonds monétaire avec la mise à disposition de certaines sommes rapidement pour permettre de prendre des mesures appropriées afin d'éviter absolument une propagation très forte de la pandémie et surtout de renforcer les structures qui peuvent permettre de lutter contre cette pandémie et essayer d'atténuer les effets dommageables au niveau de l'économie et au niveau du secteur réel. Ces mesures ont permis, je peux dire, d'atténuer, d'essayer d'avoir un effet fort pour combattre la pandémie. Bon, le cas du Gabon, par exemple, on peut constater que le Gabon gère bien, en tout cas, la pandémie concernant la Covid. Des mesures ont été prises. Il y a eu mise en place d'un comité de pilotage qui gère au quotidien donc, le volet sanitaire de cette pandémie. Maintenant, en dehors de cela, il y a bien sûr le côté financier. Le côté financier, le Gabon a bénéficié donc des financements du Fonds monétaire international et d'autres partenaires de manière moindre. Le Gabon aussi a mis en place, a fait des efforts à son niveau pour dégager certaines ressources propres afin de les affecter à la lutte contre la pandémie. Le Parlement gabonais ne pouvait être absent à ce niveau. Et donc, le 29 juin 2020, au cours d'une séance plénière, nous avons, sur la base d'une interpellation d'un groupe parlementaire, nous avons accepté la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire qui va permettre de suivre exactement comment ces fonds ont été utilisés et si ces fonds ont permis d'atteindre l'objectif qui était recherché. Ça permet en fait d'appliquer des notions très fortes de bonne gouvernance. La bonne gouvernance est essentielle pour avoir un rendu économique et social assez élevé. Je dirais qu'il n'y a pas de tropicalisation de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ce sont des notions générales qu'on doit appliquer partout. Ça, parce que c'est en Afrique que la bonne gouvernance va être maintenant atténuée pour tenir compte du moins de la vie au niveau des tropiques. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est la bonne gouvernance qu'elle est essentielle. Et tous les discours aujourd'hui du gouvernement du chef de l'État dans le cadre de la gestion de ces fonds obéissent à ce principe. Donc, la commission d'enquête a été mise en place. Les collègues députés ont commencé à sillonner dans la localité après avoir auditionné les ministres, des administrations, afin de voir en réalité comment l'utilisation des fonds a été faite. Ça permet de voir si on a atteint l'objectif. Ça permet de noter aussi les défaillances qu'il y a eu concernant, bien sûr, la mise en disposition de ces fonds rapidement, parce que là aussi, il faut préciser bien qu'avec l'accélération de la pandémie, donc le travail préalable était quand même rapide. Donc, certains points ciblés ne pouvaient pas être bien cernés à ce niveau. Donc, c'est maintenant, au fur et à mesure de tout cela, qu'un réajustement peut se faire. Donc, ce travail se fait en toute collaboration. Ce travail, il est fait par les députés qui représentent les partis de la majorité et les députés aussi qui sont dans l'opposition. Donc, ça se fait de manière transparente. Et nos collègues ont bien avancé dans le cas de la commission d'enquête parlementaire. Et d'ici là, nous allons recevoir le rapport de cette commission d'enquête que nous allons voter en plénière et nous le transmettons au gouvernement pour à la fois voir si ce qui était recherché a été atteint et comment apporter des correctifs pour le futur. Parce qu'il est clair que la situation ne s'arrête pas là. Il va falloir continuer, bien sûr, à lutter contre cette pandémie et surtout trouver les mesures nécessaires qui permettraient de donner encore plus de tonus, plus de dynamisme au niveau du secteur réel. Ça me permet de dire que, pour ne pas être long, puisque dans le cas de débat, on pourra revenir, que nous avons besoin de cela. Le Fonds monétaire a fait un pas, il faudrait qu'il fasse davantage. J'ai suivi la représentante de l'Union européenne qui a parlé, bien sûr,
de lier des efforts d'investissement, des efforts de traitement de la dette, l'allègement aussi. C'est l'occasion aussi de mettre dans l'agenda du Fonds monétaire le traitement non conventionnel de la dette des pays à revenus intermédiaires, comme le Gabon. Parce qu'il est clair que ces pays ont subi aussi un choc brutal lié à la pandémie. Il faudrait donc donner des possibilités, surtout si des gages de gestion adéquate et de gestion transparente ont été démontrés. C'est l'occasion de pouvoir avancer davantage. Donc, pour moi, il serait souhaitable, dans le cas des prochains décaissements, de récompenser ceux qui ont été de bons élèves dans le cadre de l'utilisation de ces fonds, qui ont démontré clairement, à travers des reportings, à travers une bonne compliance, que cet argent qui venait combattre la pandémie, qui venait donc réduire les chocs, ce choc brutal sur le modèle économique social, cet argent a été bien utilisé. Ce serait souhaitable de pouvoir récompenser cela. Et cela passe aussi par une très forte implication à la fois des parlements des pays africains, à la fois de la société civile et des institutions de contrôle. C'est là aussi que le Fonds monétaire aura un rôle à jouer dans le cas de la formation. C'est vrai que des efforts de formation sont faits au niveau des organismes de contrôle en Afrique. Maintenant, il faudrait élargir ça à la société civile, aux parlementaires. Le Parlement gabonais, par exemple, a des missions d'évaluation des politiques publiques et c'est souhaitable de renforcer cette capacité dans ces domaines. Voilà ce que je pourrais dire à ce stade-ci. Je compte reprendre la parole plus tard. Merci beaucoup, Régis. Merci notamment d'avoir mis en évidence l'importance de la transparence des instances de contrôle dont les parlements, bien sûr, sont très, très importants. And let me switch back to English. We have one more speaker, and indeed, I'm very happy to welcome Ms. Beauty Emefa Narte. She's the Executive Secretary of the Ghana Anti-Corruption Coalition. It is extremely valuable to have with us a voice from civil society. As Régis Imongo just said, civil society plays an important role in the oversight of government finances, and during this COVID pandemic, that role is all the more crucial. So please, with no further ado, Beauty, the floor is yours. Thank you very much, sir. I'd like to say good morning and good afternoon to colleagues from all over the continent, and also to thank you for this opportunity. On Tuesday, 14th July, 2020, the IMF held a virtual dialogue with African CSOs in a webinar titled Promoting Effective Use of COVID-19 Finances in Africa, an IMF discussion with African CSOs. And I believe a number of colleagues who participated in the meeting are in this meeting as well. The meeting actually provided opportunity for us, CSOs, to have the IMF listen to our suggestions about safeguards that should be attached to COVID-19 funding in key areas of transparency and accountability. And participants highly commended the IMF for the emergency COVID-19 funding. Admittedly, as earlier speakers have already mentioned, the funds helped governments who needed quick funds to procure life-saving health equipment, and also to help provide social protection safety nets for the most vulnerable, among other things. Whilst we acknowledge that these efforts are praiseworthy and by the IMF, some concerns were also raised regarding the absence of conditionalities, which pose significant challenges for transparency and accountability. We note that the fiscal policy and financial decisions that could be made with a sense of immediacy and haste, particularly the immediacy of cash injections and receipts, creates opportunities for corruption. We were of the view that crisis moments provide opportunity for corrupt government officials and private individuals with authority over the distribution of funds and contracts to enrich themselves at the expense of the poor and needy.
A case in point is the $5 million of aid money lost to fraud and corruption during the Ebola epidemic in West Africa. And money was lost through overpriced supplies, payment of salaries to non-existent aid workers, and fake customs bill. And unfortunately, we have already started hearing some allegations of corruption, even regarding the COVID emergency fund. So these lessons have vindicated the need for effective measures and a whole society approach in the management of public funds during crisis. Because civil society has also recognized our important role that we must play to minimize integrity violations and rebuild trust in the process. For civil society, we believe that to stimulate trust building, it is necessary to consider independent oversight from us. We are well positioned to provide independent monitoring and tracking of government spending to prevent disadvantages and inequalities in public expenditure. For instance, CSOs can leverage on our reach and expertise to independently verify and monitor government commitments and provide government and IMF with the relevant evidence-based data that reflects citizens' voices, citizens' reality, and citizens' needs. Regrettably, we also observe that economic and financial conversations typically occur in closed or invitation-only spaces, while civil society is usually excluded. Access to relevant information continues to be a challenge in most countries. Even though the IMF has asked member countries requesting emergency assistance to commit to enhanced reporting of crisis-related spending, we have noted that these are not the case. Few government practice publishing independent post-audits of crisis-related spending. Few governments are publishing procurement contracts. Few governments are publishing the beneficial ownership information of first awarded procurement contracts. And in some cases, even where civil society needs the information, we have to resort to the courts to access public information. How can we provide independent oversight without the requisite information? Additionally, civil society also has technical capacity when it comes to areas of economic and fiscal governance. And by practice, we only have few national civil societies who are engaging in the economic and fiscal governance platform to the disadvantage of the local level CSOs. Some CSOs, including the media, are also operating in constrained civic spaces. And this also affects the ability to work. And we also observe when it comes to the COVID, some governments have taken undue advantage of the COVID protocols to even churn out stricter protocols that prevent civil society's independence to effectively operate. The question, therefore, is how effective can we be given these challenges? But we are also of the view that the IMF is well positioned to address some of the challenges and increase our efficiency and capability to undertake our expected role. For instance, the IMF could hold prior consultation with CSOs before disbursements of funds. This will provide the IMF opportunity to validate information provided by government with CSOs, as well as adequately prepare CSOs to keep an eye on the commitments made by our various governments.
By doing so, the IMF will foster a very strong partnership with CSOs from the onset to secure full commitment and ownership. Additionally, the IMF could consider the adoption of enhanced bottom-up information sharing, communication, and engagement with CSOs. And the IMF has the potential to also build our capacity regarding the identified gaps we have. We could be empowered in areas of public financial management, fiscal governance, financial sector monitoring, among others. And this could be done either virtually or in country to support CSOs with the requisite capacity to be able to provide that independent oversight. The IMF could also consider a possible review and standardization of the anti-corruption commitments made by our various governments to aid effective monitoring. On pourrait par exemple normaliser certaines initiatives. Nous observons que quelques désengagements de la part des pays sont difficiles à mesurer parce qu'il s'agit de montants très élevés et on ne peut même pas identifier la qualité de ces initiatives. Et là, je regrette de dire que cela implique aussi les engagements pris par mon propre pays, le Ghana. Une autre question concernant les défis posés par la COVID, c'est que le FMI insiste sur la diffusion de certaines informations, numérisation des informations, par exemple. Il y a des lettres d'intention qui ont été publiées sur le site du FMI et aussi sur les sites de nos gouvernements. Le FMI pourrait, par exemple, explorer la possibilité de publier des informations sur les propriétaires réels et les marchés publics en tant que partie de leur engagement de lutte contre la corruption. Cela découragerait notre gouvernement de cacher des informations importantes des citoyens une fois que ces gouvernements savent que les FMI veut publier de telles informations. Nous espérons et nous encourageons le FMI de lancer des discussions plus approfondies avec les OSC. Et le rapport entre le FMI et les OSC ne devrait pas être limité au niveau régional. Il y a, par exemple, au niveau des pays, des défis particuliers qui exigent des stratégies un peu différentes. Il est donc important que la présence du fonds soit ressentie à tous les niveaux de chacun des pays. Cela permettrait aussi de renforcer un alignement entre la société civile, les citoyens, et pour éviter aussi certaines perceptions erronées que le public peut avoir à propos du fonds. Et pour conclure, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que les OSC sont entièrement engagés à continuer à jouer notre rôle dans nos pays respectifs. Cependant, nous demandons que le fonds essaye de trouver un bon équilibre entre la fourniture de ces financements rapides pour sauver des vies et des moyens de subsistance, mais en même temps que le fonds considère la possibilité de faciliter l'approche des OSC pour une surveillance indépendante et l'utilisation de ces fonds. Merci beaucoup, Beauty, de votre intervention. Je crois que vous avez très bien souligné l'importance de la société civile pour notre dialogue, aussi pour le travail du fonds sur le terrain. Et j'espère qu'on va avoir la possibilité pendant les questions et réponses d'approfondir un peu plus ces questions. Nous avons encore 20 minutes. J'aimerais utiliser à bon escient le temps qui nous est imparti. Nous avons reçu un certain nombre de questions par le biais du chat.
Et j'aimerais maintenant passer ces questions aux membres du panel pour qu'ils puissent répondre. Victor, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, les mesures de soutien entreprises par les pays développés, les États-Unis et l'Union européenne, pour aider l'Afrique subsaharienne à lutter contre le chômage et contre la pandémie générale, notamment, il s'agirait de s'il y a un financement pour renforcer le système sanitaire. Du point de vue, par exemple, de votre département de finances publiques, comment pouvez-vous répondre à cette question, Victor? Merci, Roger. Avant que j'essaie de répondre à cette question, permettez-moi de dire deux choses à propos de ce qu'ont dit mes collègues. On a dit dès le départ que la COVID-19, le ministre a dit que c'était comme le signe noir. Donc, Régis, permettez-moi de vous dire ceci. Afin de promouvoir l'importance de penser sur les risques, tous ceux qui participent à cette rencontre devraient savoir qu'en 2005, par exemple, aussi au niveau du Congrès des États-Unis, un de leurs services a réfléchi sur un scénario sur les conséquences de la grippe aviaire sur l'économie américaine. Et c'est intéressant parce que les estimations faites à l'époque sont très, très comparables aux estimations faites maintenant sur l'impact de la COVID sur l'économie américaine maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation claire aussi secteur par secteur. Beauty, vous vous rappelez que pour ce qui concerne l'engagement du fonds avec les organisations de la société civile en Afrique, pour bien décrire, j'ai montré une toile de Lorenzetti où il montrait la participation des citoyens pour contrôler le gouvernement. Et dans une publication en 2018, on a montré que la transparence est très importante, aucun doute. Mais plus la presse est libre, plus les OSC s'engagent dans leur travail. Cela est très important aussi. Roger, pour ce qui concerne la question, ce que nous voyons, c'est qu'autour du monde entier, toutes les initiatives portant sur les budgets, par exemple, ont été prises par les grandes économies du marché émergent ou les économies riches. Donc, ce soutien a apporté des bénéfices indirects aux marchés émergents et certains secteurs sont normalisés, mais il est vrai, et nous disons souvent, aucun pays de l'Afrique subsaharienne a pu émettre dans le marché eurobond depuis le mois de mars. Le seul pays qui l'a fait, c'est le Ghana, et qu'il a, au mois de février, au cours des réunions de printemps, nous avons mis l'accent sur la nécessité d'appuyer les pays à faible revenu, notamment en Afrique subsaharienne. Et un des thèmes qui va être discuté au niveau de ces réunions annuelles, c'est qu'il est nécessaire d'en faire davantage. Antoinette s'est prononcée avec éloquence et à maintes reprises sur cette question. Puis-je m'arrêter ici, Roger? Oui, merci. Merci. Régis Imongo. Qui est la suivante. Qu'est-ce que le FMI peut faire pour aider à protéger les ressources financières, les flux financiers qui bénéficient les pays africains? Et je pose la question à vous, parce que si je posais ça au FMI, sans doute nous aurions beaucoup de réponses, mais de votre perspective, comment est-ce que le FMI peut être
utile pour les pays africains dans la gestion des flux financiers qui sont liés au Covid. Régis, je vous passe la parole. Merci pour la question, Roger. Mais peut-être avant de répondre à la question, je pense qu'il y a un point quand même qu'il faudrait reconnaître, c'est pour rebondir un peu à ce que disait aussi Victor. Dans cette situation où il y a un effondrement d'activité économique, c'est dans cette période que les politiques contracycliques sont nécessaires. C'est vrai que vous allez dire qu'on peut les appliquer pour les pays qui ont des marges de manœuvre budgétaires actuellement, mais on sait très bien que les marges de manœuvre budgétaires sont limitées, mais il faudrait quand même que le Fonds monétaire puisse avoir ça en tête dans le cadre des scénarios futurs, peut-être même pas futurs, des scénarios qui vont être développés d'ici là, pour permettre que ces pays puissent continuer à avoir une activité économique qui fonctionne et puis certains revenus. Maintenant, comment le Fonds monétaire peut aider à protéger ces fonds qui seront bien sûr qui sont décaissés par le Fonds monétaire et par les autres multilatéraux? Il est clair d'abord, première chose, c'est de s'accorder sur les cibles. C'est très important. Là, il y a eu la rapidité. Bon, les États ont fait des tableaux avec des éléments, avec une évaluation un peu sommaire, peut-être pas bien cernée aussi à ce niveau. Maintenant, comme nous continuons dans la pandémie, aujourd'hui, on a mieux évalué les choses. Donc, on sait exactement les besoins que certains pays ont dans le domaine sanitaire, par exemple, dans le domaine social, et ainsi de suite. Donc, c'est d'abord de s'accorder sur les cibles. Nous cherchons à atteindre quel objectif, par quel mécanisme. Et quand on s'accorde sur ces cibles, maintenant, nous allons ensemble mettre en place une plateforme où les différents acteurs vont intervenir. Le Fonds monétaire, c'est vrai, pour voir avec les autres, mais le Fonds monétaire aide à ce que le Parlement, les autres organisations de contrôle puissent être partie prenante dans la chaîne, pour certains a priori, pour d'autres a posteriori, pour permettre de mieux évaluer l'impact de ce qui sera pris comme mesure. Ça, c'est, je pense, un élément indispensable que le Fonds monétaire peut mettre en place dans le cadre de sa stratégie post-Covid, dans le cadre de son deuxième round de financement de la Covid. Moi, je pense que ça, c'est possible de le faire. Maintenant, pour les autres revenus de l'État, et ainsi de suite, bon, il est clair qu'une activité économique où le secteur réel est vraiment menacé, ou par exemple, ici au Gabon, nous avons le secteur tertiaire qui est touché avec le tourisme qui est frappé, les restaurants, et ainsi de suite, il y a une perte de revenus qui est là. Bon, là, c'est d'essayer de trouver d'autres mécanismes pour compenser ce que nous avons comme perte de recettes. Mais le Fonds monétaire, moi, je pense qu'à ce niveau, en ce qui concerne le contrôle des ressources qui sont dégagées par les multilatéraux, il serait souhaitable de s'orienter vers cette voie. Merci beaucoup, Régis. So we're coming towards the end of our... We're getting to the end of our session here, and I understand. Je crois comprendre que nous avons M. Darbo de l'autorité de recettes du Ghana. Je crois qu'il veut faire une petite intervention, une brève intervention. Donc, si l'équipe technique pourrait donner la parole au commissaire Darbo pour que l'on puisse l'écouter. Commissaire Darbo, vous avez la parole. Oui, nous vous entendons, Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup à tous les orateurs. Je veux vous dire bonjour à tous. Il est 14h30 chez moi. J'aimerais saisir cette occasion pour élaborer, ne serait-ce que très brièvement, sur la relation entre les percepteurs d'impôts et le Covid. La Gambie est un pays petit, Afrique de l'Ouest, avec 2 millions d'habitants.
Et pour notre pays, à l'instar d'autres pays, la COVID a été un choc négatif qui a affecté tout le pays, y compris le nôtre. La pandémie et la réaction la pandémie a créé des difficultés pour ce qui concerne le prélèvement des impôts, une chute de 90% cette année. Mais il y a des indicateurs qui montrent que l'impact de cette pandémie pourrait être moins que la chute de 90% en prélèvement des impôts. Parce que grâce aux partenaires au développement, les organisations de société civile, il a été possible de réduire un peu l'impact négatif de la COVID-19, par exemple en Gambie. 56% de nos recettes proviennent des activités internationales. Nous avons été obligés de fermer les aéroports, les frontières. Et cela a créé des difficultés sur 20 à 30% des importations. Néanmoins, l'intervention du gouvernement, des partenaires du gouvernement, des OSC et l'offre de matériel sanitaire et alimentaire a permis d'alléger un peu la situation. Et cela a permis de faire face à certains défis. Et l'aide financière pour lutter contre la COVID est très importante, il faut y avoir accès. Par exemple, nous avons investi dans la fabrication des masques, élaboré des centres de quarantaine pour compenser certaines difficultés. En outre, les gouvernements ont décidé de saisir les PME pour la fourniture de certains matériels à la population, ce qui a permis aussi à ces entreprises de continuer à travailler. Pour ce qui concerne le prélèvement d'impôts, je regrette vous interrompre, mais si vous pouvez conclure dans 1 ou 2 minutes, parce que nous voulons donner la parole à d'autres. Je disais qu'au début de la pandémie, le gouvernement, les partenaires en développement ont pris des initiatives pour aider la population. Les entreprises avaient des stocks très grands et donc l'achat par le gouvernement de ces produits ont permis de réduire les stocks des entreprises. En même temps, les autorités fiscales ont pu aussi prélever les taxes des impôts. Et finalement, étant donné les mesures barrières, les personnes restent chez eux très souvent et utilisent les services de télécommunication, ce qui a permis aux autorités fiscales de trouver, renforcer la recette en prélevant certains de ces impôts. Et par conséquent, COVID a un impact négatif, mais grâce à l'intervention des partenaires au développement et des philanthropies des gouvernements, nous avons atténué ces impacts. Et même cette perte de revenus qu'on calculait allait être de 90% au début, nous pensons maintenant que ça a chuté considérablement. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Monsieur Abebe Emro Salassien. Il est directeur du département Afrique du Fonds et il va nous présenter ses conclusions pour clore le débat d'aujourd'hui. Abebe, vous avez la parole. Merci, Roger.
Oui, en effet, cette discussion a été très intéressante. Et maintenant, ce qui m'incombe, c'est de faire ressortir les résultats de toutes ces discussions. Pour moi, la première conclusion porte sur les effets de cette pandémie. Ça nous rappelle encore une fois à quel point cette pandémie a touché aux finances publiques comme si c'était vraiment une pression qui s'exerce de tous les côtés. Enfin, les recettes se sont effondrées, les recettes publiques dans nombre de pays. De l'autre côté, on a augmenté les dépenses point de vue santé, filet de sécurité et autres, ce qui peut créer des déficits. Régis nous a rappelé très bien que certains pays n'ont qu'à encore tirer profit de cette pression. Deuxième conclusion, c'est que ce programme de renforcer la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, c'est jouit de beaucoup de parties prenantes, bien sûr. La société civile et autres populations, le Parlement, les institutions sur la responsabilisation et la redevabilité du gouvernement et autres. Et très important, le public lui-même, les sociétés, les organisations de société civile. Donc ça, c'est un dispositif avec un très grand nombre de parties prenantes. Le FMI, donc, a un rôle à jouer, offrir de l'assistance technique, présenter les meilleures pratiques, renforcer les institutions de responsabilité, donner des avis techniques sur comment renforcer la transparence des finances publiques. Voilà. Troisième question, aux conclusions que je tire de cela, c'est ce qu'a dit Beauty. Enfin, comment peut des institutions comme l'IMF trouver l'équilibre entre un décaissement rapide des ressources et aussi s'assurer en même temps qu'il n'y a pas une utilisation abusive. Beauty a montré quels étaient quelques de ces facteurs. Elle a dit que tout cela, dans des systèmes faibles, permettait à certaines personnes de utiliser de manière corrompue. Elle a dit que la conditionnalité était limitée étant donné la situation et le besoin de financement rapide. Et cela a été intentionnel, bien sûr, parce que c'est un moment de solidarité, un moment où il y a de besoins terribles de la part des pays. Donc, il fallait trouver rapidement comment réagir aux attentes. Et bien sûr, il y a l'attente que ça va être utilisé à bon escient et de manière transparente. Et la dernière, peut-être la conclusion la plus importante que je tire, c'est qu'il y a besoin de transparence et responsabilisation en même temps. Côté de la transparence, par exemple, est la contribution la plus importante que peut faire le Fonds monétaire pour la conception des politiques économiques des pays. On donne des informations, comment distribuer le budget, comment percevoir la recette, comment avoir un contrôle, une surveillance de tout cela, ce qui est très important. Bon, nous dépendons des mécanismes de responsabilisation nationaux, bien sûr, pour identifier quelles sont les ressources qui sont mal distribuées ou mal utilisées. Et je me rallie au commentaire que quelqu'un dit que le Fonds devrait promouvoir la visibilité de ces documents, des documents que nous espérons vont être publiés par les gouvernements. Et cela, bien sûr, tout cela s'est produit pendant les derniers 6 mois. Donc, il va falloir voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va arriver à l'attente que nous avons de pouvoir diffuser et publier toutes ces données, tous ces documents. Je m'arrête ici. Je vous remercie de cette discussion fascinante et je vous repasse la parole, Roger. Merci. Merci, Abbé. Bon, nous arrivons à la conclusion de ce débat d'1 heure. Je ne vais pas essayer de résumer tout cela parce qu'Abbé l'a fait avec, de façon très efficace. Je remercie les membres du panel. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à distance et qui nous ont suivis un peu partout dans le monde. Un des avantages de ces réunions virtuelles, c'est que nous pouvons atteindre un grand nombre de personnes un peu partout. Et c'est
satisfaisant de voir le grand nombre de personnes qui se sont jointes. Il s'agit de la première partie, la première session sur le développement des capacités. Mercredi, on parle sur la gestion de la dette, la transparence budgétaire, thème très important pour les réunions annuelles. Et j'espère que vous pourrez tous nous rejoindre à partir de mercredi. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, au revoir.